Donc, merci à tous, comme d'habitude, d'être venus si nombreux. On ne présente plus Bruno Guigues. Néanmoins, François Potier, qui ici est venu au titre de propagande, qui co-organise cette rencontre et cette présentation de livres, va s'en charger néanmoins, ainsi que de nous expliquer le pourquoi, le comment de la présence de Bruno Guigues parmi nous ce soir et la présentation de son livre. À vous. Très bien, bonjour. Alors je commencerai par un petit texte de présentation sur le livre, puisque je suis là en tant que lecteur, et je voulais vous partager, ou au moins espérer partager, l'enthousiasme que j'ai eu de lire ce livre. C'est pour ça, bien que habitant maintenant, étant loin de Paris, je suis venu pour pouvoir présenter ce bouquin. Après, je passerai la parole évidemment à Bruno Guigues, et je me permettrai, avant de vous repasser la parole pour qu'il y ait un débat et des questionnements, de poser une question qui me titille. Alors, j'ai énormément aimé ce livre, et pourquoi ? Alors je me permets de lire pour éviter de bafouiller. Tout le long du livre, les processus historiques de l'élaboration et la concrétisation de la marche vers le communisme sont décrits de façon exhaustive, dans l'ordre séquentiel. Souvent, on regarde des ordres. Là, c'est exhaustif, dans l'ordre séquentiel du développement historique. C'est une façon, en plus, avec une façon extrêmement rigoureuse, documentée. Et évidemment, les contradictions dialectiques à l'intérieur de chaque étape de ces processus sont parfaitement décrites. Rien que ça, c'est vrai que quand on regarde, on se dit, on connaît, surtout quand on est un peu lié à la culture marxiste ou communiste ou révolutionnaire. Oui, c'est vrai qu'on connaît, mais il y a des choses qu'on ne connaît pas. Bon. Et puis il y a aussi le fait de rapprocher telle chose avec telle chose et de pouvoir comparer avec le même modèle, ça aide beaucoup. C'est pour ça, et je vais continuer après, que pour moi c'est un bouquin extrêmement intéressant du point de vue de ce qu'on appelle l'éducation populaire. Premier point. Deuxième point, chaque description de ces processus sont accompagnées de façon extrêmement concrète des réalisations obtenues en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de développement humain, etc. Et évidemment, à chaque fois, à chaque étape historique, il y a la comparaison avec ce qui se passe dans les pays capitalistes. Ah oui, parce qu'une comparaison, faut la faire de façon exhaustive. Donc ça, c'est un deuxième point. Et j'ai essayé, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais stabiler en jaune l'élément historique, et puis en orange, je sais pas quoi, l'élément qui donne des éléments de résultats concrets. Eh ben, j'ai pas pu, ou alors ça serait du pointillé partout, parce que c'est extrêmement entremêlé dans un style qui est évidemment très lisible. Hein. On n'a pas besoin de relire deux fois la phrase, hein, heureusement. En plus, l'auteur, donc Bruno Guigues, a le courage de décrire les paradoxes et les retournements. C'est-à-dire que ce processus qui est réel, qui n'est pas l'application d'un schéma que l'on fait en disant poufou. Non, c'est un processus réel, seule la réalité est révolutionnaire, hein, comme disait Lénine, qui permet. Il y a eu des retournements, des paradoxes, et il explique à toutes les étapes historiques. Et en plus, il n'occulte pas évidemment la violence, parce que quand on est confronté à l'histoire, c'est violent, y compris les crimes d'ailleurs, coexister, mais il y a une comparaison avec les massacres de masse qu'il y a eu de l'autre côté de la barrière, de la barricade, comme dirait Bruno Drovsky. Et oui, et donc ça ouvre. Alors donc, j'ai trouvé que ces trois éléments-là donnaient un élément, justement, enfin un point de vue, pour faire de l'éducation populaire. Et je vous assure, j'étais vraiment enthousiaste. Et puis, il y a autre chose. C'est que ça nous donne, à nous, une arme. Parce qu'il faut quand même, des marxistes, il y en a en France, mais enfin, je ne sais pas s'il y en a au-delà de 0,05%. Bon, bref. Donc, il y a tout le reste. Donc en lisant ça, et en ayant des arguments, par morceaux, on peut utiliser dans l'argumentaire, je me suis permis, je viens de Carcassonne, de l'utiliser vis-à-vis de certaines personnes, de dire oui mais tu sais il y a ça, et je peux vous dire, ça marche. Donc non seulement
c'est quelque chose qui est intéressant au point de vue historique à cause de la méthode et de l'optique qui a été faite, mais en plus, ça marche comme arme, je dirais, je sais pas quoi, dialectique d'éducation populaire. Et puis, il y a une petite musique derrière, et ça, Bruno Guig le dira mieux que moi, puis je m'arrêterai là, qui est l'interaction, et ça sera l'objet de la question que je poserai, entre l'émancipation sociale et la libération nationale des peuples et la souveraineté des peuples, qui me paraît, à l'ère de la guerre d'Ukraine, enfin entre l'OTAN et la Russie, parfaitement d'actualité. Voilà. Merci François pour cette présentation élogieuse. Merci à Dominique pour son accueil. Ça devient une habitude maintenant. Voilà. Puis merci à mon éditeur aussi, Émeric Monville et Edmond Janssen, donc, qui ont joué un rôle important dans la production de ce livre, parce que si vous n'avez pas un éditeur, c'est difficile d'être édité, bien sûr. Et Dieu sait si Delga fait un travail quand même considérable, je tiens à leur rendre hommage à cette occasion, pour faire connaître des thèses qui, évidemment, n'ont jamais les faveurs du prime time, comme on dit, des journaux télévisés, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, ce livre, bon, je suis là un petit peu pour vous donner envie de le lire, hein, soyons clairs, parce que c'est vrai qu'un livre, c'est fait pour être lu. François l'a fait, il m'a dit même qu'il l'avait lu 3 fois, il m'a dit, avec le stabilo, bon, etc. Écrire un livre sur le communisme, déjà, il faut reconnaître qu'en 2022, puisque le livre est paru en octobre 2022, c'est quand même une gageure, hein, je le dis dans l'introduction, je le redis devant vous, parce que franchement, quand on s'intéresse un petit peu à la question et qu'on voit ce qui est débité par toute une série toutes sortes d'officines et d'organes de presse et autres sur le sujet, on est frappé d'une sorte d'intimidation, quoi. On se dit, non, ben, on va pas aborder un sujet pareil, c'est pas possible, on a l'impression de faire de la pornographie presque, quoi, voyez. Avec le projet évidemment qui était le mien, que j'ai poursuivi jusqu'au bout, d'essayer de parler de ce sujet de manière un petit peu objective, quoi. Alors impartial, non, parce que l'impartialité en politique, c'est pas possible, hein, voilà. Donc j'ai un parti pris évidemment communiste, clairement affirmé, et je dis d'ailleurs, c'est la dernière phrase, réaffirmons la fierté d'être communiste, quoi. Ah, voilà. Bon, donc le parti pris est là, je ne le nie pas. Il peut être critiqué comme tel, mais ça serait mieux s'il était critiqué au terme de la lecture du livre, en essayant de réfuter les arguments que je présente. Alors ces arguments, quels sont-ils ? François a donné un petit peu d'un avant-goût de ma démarche et de l'argumentation sur laquelle j'appuie un peu les thèses que je défends dans ce livre. C'est tout simplement que on est confronté à un problème qui est un problème d'occultation totale, ou quasi totale, de ce qu'a été le communisme d'un point de vue historique. Et je parle là d'une histoire qui n'est pas de l'histoire ancienne, puisque c'est en gros tout le XXe siècle qui est traversé, hein, comme par une espèce de comète là, lumineuse qui a été le communisme mondial, dont on va parler un petit peu des différentes étapes. Et puis deuxièmement, après ce travail un petit peu d'investigation historique quand même qu'il faut faire, une réflexion sur le présent et pourquoi pas sur l'avenir. Et je vais commencer par ça, c'est-à-dire au présent, est-ce que ça a du sens de parler du communisme aujourd'hui ? Moi je pense que oui. Pour une raison très simple, c'est que après l'effondrement de l'Union soviétique, dans des conditions qu'on ne va pas rappeler, mais enfin, il est clair que c'est après l'échec des réformes avortées de Gorbatchev que tout cela est parti en quenouille, on est parti du principe que le communisme comme projet historique était mort et enterré. Et on se souvient de François Furet écrivant Le passé d'une illusion, de Courtois et sa bande balançant à la figure les soi-disant 100 millions de morts du communisme. Alors dans l'introduction du livre, je réfute totalement le mythe absurde et grotesque des 100 millions de morts du communisme. Et j'affirme d'ailleurs, après une enquête approfondie, qu'on peut imputer au mouvement communiste au XXe siècle 4 à 5 millions de victimes liées évidemment à des événements révolutionnaires qui ont été violents, la plupart de ces victimes d'ailleurs étant imputables à l'action des masses. Je pense en particulier à un sujet qui a été bien étudié par certains observateurs étrangers, comme la première révolution agraire en Chine entre 1945 et 1953, ça a été le fait des masses. Et William Hinton, qui est un agronome américain qui était présent sur place, raconte comment des paysans crevant la dalle se sont emparés des terres des propriétaires fonciers qui collaboraient avec les Japonais et leur ont pas fait de cadeaux, hein, pour être clair. Bon, rien que pour ça, il y a eu 1 million à 2 millions de personnes qui sont effectivement passées à la trappe. Bon. Et puis il y a eu, bien sûr, je ne le nie pas, la période stalinienne avec ses excès. Voilà.
Mais mon analyse du stalinisme, on pourra y revenir si vous voulez, n'est pas une analyse qui consiste à proscrire de manière systématique ce qu'a été l'expérience stalinienne comme une sorte de monstruosité historique, au contraire essayer de l'analyser de manière objective, sans nier pour autant les excès. Parce qu'il y a eu clairement un dérapage considérable, qui n'est pas imputable d'ailleurs, parce que des sources historiques aujourd'hui permettent de l'établir avec davantage de précision, peut-être qu'à 20 ou 30 ans, au seul Staline. Et peut-être même pas à Staline lui-même. C'est qu'un sujet qui est très controversé. Bon. Donc, il fallait déjà partir de là, c'est-à-dire se dire, mais attendez, le communisme, historiquement, c'est quelque chose qui a été un mouvement profond, qui a été un mouvement révolutionnaire, qui a été un mouvement violent, mais dont les violences n'ont pas l'exclusivité de la barbarie au XXe siècle. D'ailleurs, cette imputation exclusive de la barbarie est l'un des arguments, qui n'en est pas un d'ailleurs, de l'idéologie dominante, la doxa anticommuniste, visant à bannir toute réflexion sur le communisme au motif qu'il aurait été synonyme de cette barbarie. Ce qui est totalement absurde, puisque si on fait une simple comparaison, ne serait-ce que statistique, vous allez me dire, sur des statistiques bien macabres, mais enfin faisons-le, puisque le camp adverse le fait, on s'aperçoit que le rapport entre le nombre de victimes imputables au communisme de manière objective et le nombre de victimes imputables au colonialisme, à l'impérialisme, voire au capitalisme d'ailleurs, comme tel à la même période, il est de 1 à 20, quoi. Hein. Donc il n'y a pas eu 100 millions de morts imputables au communisme. Il y a eu, oui, un nombre assez considérable de gens qui ont souffert et qui ont été tués dans un contexte de violence révolutionnaire ou un contexte répressif avec ses excès, mais pas du tout cette espèce de massacre généralisé qu'on nous présente comme étant l'essence du communisme. En revanche, le colonialisme et l'impérialisme au XXe siècle se sont livrés délibérément à des massacres de populations civiles d'une ampleur beaucoup plus considérable. Enfin, on peut dire ce qu'on veut de Staline, mais même quand il a eu la main lourde, pour être clair, on peut dire ce qu'on veut du maoïsme quand il a eu la main lourde, mais ces gens-là ne s'en sont jamais pris délibérément à des populations civiles, à des femmes et à des enfants et à des vieillards. Le colonialisme et l'impérialisme l'ont fait et le font toujours, encore aujourd'hui. Ben oui, Nixon a tué beaucoup plus de gens que Staline. Johnson est un criminel de guerre infiniment plus condamnable d'un strict point de vue moral. Adoptons le point de vue moral, puisque c'est celui qu'adopte le camp adverse, qu'un Staline ou qu'un Mao. Donc soyons clairs là-dessus. Si on veut faire l'inventaire des hécatombes, il n'y a pas photo. Le communisme n'a pas à rougir de la part qu'il a prise dans la violence historique au XXe siècle. Il a sa part, avec ses excès, peut-être ses crimes. Je ne le nie pas, mais il n'a pas à rougir si on fait un bilan exhaustif et comparatif des violences du siècle, évidemment, comparativement avec ce que le colonialisme et l'impérialisme ont fait. Voilà. Ça, c'est un débat que je tranche dès l'introduction, parce qu'on ne peut pas consacrer... Enfin, ce n'était pas l'objet du livre, bien sûr. On pourrait faire un livre là-dessus, mais ce n'était pas l'objet. L'objet du livre est beaucoup plus vaste. Il essaie d'expliquer ce qu'a été le communisme historiquement. Et là, je crois qu'il était bon, comme je l'ai fait, de partir d'abord de son élaboration doctrinale. Difficile de parler communisme si on ne commence pas d'abord par expliquer d'où vient cette idée, quelles forces se la sont appropriées pour la porter sur la scène de l'histoire. Et là, évidemment, on va rencontrer Marx et Engels. Ah, c'est évident. Sauf que l'idée communiste, c'est pas Marx et Engels qui l'ont inventée. Marx, il trouve l'idée communiste présente dans le prolétariat parisien dans les années 1839-1840, et il emprunte au prolétariat parisien de l'époque le terme même de communisme, qui figure effectivement déjà dans les manuscrits économico-philosophiques, les fameux manuscrits de 1944, et puis qu'on va retrouver après dans les textes que vous connaissez, de l'idéologie allemande et du manifeste du Parti communiste, etc. Donc l'idée communiste est une idée que Marx va emprunter au prolétariat parisien, qui lui a en tête, probablement, le souvenir de ce qu'a été le babouvisme. Et c'est pourquoi le point de départ de mon analyse, c'est la Révolution française. Et c'est ce qui, dans la Révolution française, dans le processus qu'a été la Révolution française, est incarné par le babouvisme. C'est-à-dire l'idée, déjà, d'une révolution qui irait jusqu'au bout, en fait, des idées révolutionnaires de l'époque. Et chez les babouvistes, d'ailleurs, il y a un courant qui se réclame de Robespierre, qui dit, bon, il faut aller jusqu'au bout de la Constitution de 93. Puis il y a un courant qui va encore plus loin
Et Babeuf en est un peu l'incarnation, puisqu'on parle déjà de communisme, c'est-à-dire de collectivisation des moyens de production, et bien sûr de répartition égale du produit du travail. Or cette idée-là, elle va suivre son chemin. Marx et Engels vont en faire l'emblème de leur conception révolutionnaire, et bien sûr, tout cela va aboutir à la constitution de l'Association internationale des travailleurs, de tout ce mouvement dont ils vont constituer le fer de lance intellectuel et politique, jusqu'à la fin du XIXe siècle, où là, un chapitre de mon livre essaie d'expliquer comment le communisme de Marx et d'Engels a trouvé finalement sa voie, son originalité, dans la confrontation avec l'anarchisme. Et je pense que c'est très important de revenir sur les origines historiques de la confrontation entre communisme et anarchisme, parce qu'aujourd'hui, l'anarchisme qui est omniprésent dans les librairies, il est frappant de voir que quand vous allez au rayon sciences politiques de n'importe quelle librairie parisienne, vous avez une littérature anarchiste, mais alors qui est portée au pinacle, c'est les têtes de gondole dans les librairies, alors que la véritable littérature communiste, elle est totalement ignorée. C'est quand même intéressant. L'anarchisme apparaissant comme une sorte d'alternative possible, qui a davantage les faveurs de la classe dirigeante, qui dirige toute la sphère éditoriale, bien sûr, que le communisme proprement dit, qui lui est le véritable danger. Bon. Donc il fallait en passer par là. Ensuite, il y a un chapitre sur la Commune de Paris, parce que je pense que c'est un moment décisif dans l'élaboration doctrinale du communisme de Marx, dans la mesure où c'est à la lueur de la tempête révolutionnaire qu'a été la Commune de Paris que Marx élabore sa doctrine politique. En fait, les vrais textes politiques de Marx prennent toute leur ampleur à ce moment-là. C'est la guerre civile en France, où il dit qu'il faut pas seulement s'emparer de l'appareil d'État bourgeois, mais le détruire pour construire autre chose, et exercer un pouvoir qui cumule, dit-il, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ce qui est assez drôle quand on sait que les anarchistes se réclamant de la Commune de Paris ont quand même omis cet aspect des choses, c'est-à-dire qu'en fait, la Commune de Paris, c'était un pouvoir fort, un pouvoir révolutionnaire fort, qui malheureusement, comme vous le savez, a été terrassé par l'armée versaillaise, moyennant quelques petites trahisons internes, etc. Bon, enfin, tout ça, c'est mal terminé, mais l'idée s'est incarnée, et c'est à partir de cette incarnation, fut-elle extrêmement ébauchée, de l'idée communiste, que les choses ensuite ont mûri. Et vous savez sans doute que Lénine, lorsque le pouvoir bolchevique a pu fêter les 3 ou 4 mois de son existence, s'est mis à danser en disant ses camarades disent, pourquoi tu danses? Parce qu'on a duré quelques jours de plus que la Commune de Paris. Et Marx, dans un de ses derniers textes politiques, qui est la réponse qu'il a faite à un social-démocrate hollandais, Nieuwenhuis, lui demandant, mais qu'est-ce qui va se passer si la social-démocratie, comme on l'appelait à l'époque, triomphe politiquement, pas forcément par la voie révolutionnaire à l'époque. On a l'époque où Engels théorise plus ou moins l'idée d'un passage au socialisme par la voie électorale, etc. Et Marx répond, écoutez, tout ce que je leur souhaite, c'est qu'ils aient le temps de faire quelque chose. Et c'est ça qui est important, c'est la notion de temporalité. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de la fin du XIXe siècle, à partir du travail qui sera fait par Lénine très, très rapidement et ses compagnons, Rosa Luxembourg, etc., on va se demander, il est clair que le communisme ne va pas advenir comme ça, par une espèce d'illumination subite, de fête révolutionnaire, de grand soir qui accoucherait comme ça du jour au lendemain de la société idéale. C'est un processus qui va prendre du temps. On va construire quelque chose. Déjà, il faut construire l'outil révolutionnaire. Il faut favoriser la prise de conscience par les masses, il faut diffuser l'idéologie, faire l'éducation populaire, et ensuite on va essayer, à un moment donné, de franchir l'étape suivante, qui est la prise du pouvoir. Parce que, comme disait Lénine, c'est quand même la prise du pouvoir d'État qui va être l'étape décisive. Et là aussi, énorme différence avec les anarchistes, qui récusent en fait la politique en tant que telle, puisqu'ils ne veulent pas prendre le pouvoir. Mais comment tu fais de la politique si tu ne veux pas prendre le pouvoir à un moment donné? Donc, la suite du livre donc, essaie d'expliquer comment, à partir de toute cette réflexion qui a été celle de Marx et d'Engels, puis de Rosa Luxembourg, puis de Lénine, on aboutit à ce qui sera le communisme du XXe siècle. Là, c'est vrai qu'on passe à autre chose. On passe à autre chose parce que, avec la révolution bolchevique, là, c'est une nouvelle page de l'histoire du communisme qui va s'ouvrir, dans la mesure où
Bon, l'étincelle d'octobre, l'Iskra, l'étincelle d'octobre devait mettre le feu à la poudrière révolutionnaire du monde capitaliste développé, sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Alors, on y a cru pratiquement jusqu'en 1923, mais avec l'octobre allemand et son échec, on sait que bon, c'est fini. Mais par contre, partout ailleurs, ça bouge. Et il va y avoir ce transfert considérable de la responsabilité historique, de la mise en œuvre du communisme. On n'est plus maintenant tellement dans son élaboration doctrinale, on est dans la phase de sa mise en œuvre, tentative de mise en œuvre révolutionnaire, transfert colossal qui va passer effectivement de l'Occident à l'Orient. Et ça, c'est ce que je décris par la suite, puisqu'après avoir consacré un chapitre à donc, la stratégie léniniste, puis l'expérience soviétique, il est question de la libération nationale, de la lutte contre le colonialisme et de la lutte contre l'impérialisme. Et là, manifestement, je reviens du Vietnam où j'ai passé 2 semaines et je suis allé faire mon pèlerinage révolutionnaire à Dien Bien Phu. Voyage que je vous recommande si vous l'avez déjà fait, c'est tout à fait passionnant. Ma foi, là on peut dire que le communisme a joué un rôle décisif. Il a joué un rôle décisif, pourquoi ? Parce que depuis 1916 et la publication du livre qui s'appelle « La Révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles-mêmes », Lénine a mis le feu, en fait, au système colonial. Lénine, c'est le type qui, tout en préparant la révolution russe, la conduisant à la victoire, bon, au soir de sa vie, manifeste son inquiétude devant quand même les limites rencontrées par la révolution bolchevique. C'est en même temps que, de toute façon, le monde attend le message, et il lance effectivement, il lance dans la poudrière cette allumette-là qui a été le droit des nations à disposer d'elles-mêmes. Et ça part alors véritablement en vrille dans tout le système colonial. Enfin, c'est Messali Hadj, communiste, qui va être le fondateur du mouvement national algérien, en réalité, le véritable fondateur de ce qui sera plus tard la révolution algérienne, conduite par d'autres, mais c'est Messali Hadj qui a mis le feu. En Indochine, c'est Ho Chi Minh, fondateur, il s'appelait à l'époque Nguyen Ai Quoc, fondateur du Parti communiste français, agent de l'international, présent sur toute la planète, avant de prendre la direction du Parti communiste indo-chinois en 1931, du Viet Minh en 1941, et conduire le Vietnam à la victoire contre le colonialisme français, puis contre l'impérialisme américain. Double victoire des Vietnamiens. Extraordinaire. C'est bien sûr Mao Zedong, qui dès 1927 va dans le Hunan étudier la condition paysanne, et à partir du fameux rapport sur la condition paysanne dans le Hunan, lance la révolution paysanne qui va triompher. Une première fois dans les années 30, et à partir du second Front uni en 1937, conduire tout le processus qui aboutira à la victoire finale en 1949. C'est Fidel Castro. Fidel Castro, la révolution cubaine. Bon. Les communistes ont joué un rôle décisif dans le processus de décolonisation, dans le travail de sape, qui a déstabilisé les empires coloniaux. Enfin, il faut se rappeler que dans les années 30, 60% de la population mondiale vit dans le monde colonial. Les pays d'Asie, d'Afrique et d'autres continents qui ne sont pas colonisés se comptent sur les doigts de la main. En Asie, bon, la Thaïlande n'a pas été colonisée. L'Éthiopie jusqu'à une certaine date, puis après les fascistes s'en sont occupés. Enfin, c'est rare quand même. Or, c'est ce monde-là qui va s'effondrer. Et il ne va pas s'effondrer comme ça, parce que les puissances coloniales vont faire preuve de bonne volonté. Réunissons les hommes de bonne volonté, disait Kant, et on créera un monde humain. Non, c'est parce que les communistes ont donné le signal de la grande révolte des peuples colonisés. Voilà. Et c'est, de ce point de vue-là, un des acquis historiques fondamentaux, et toujours d'actualité, du communisme, en tant que processus historique, avec toutes les contradictions, toutes les difficultés, toutes les erreurs, et tous les échecs, parfois, que le mouvement a rencontrés, bien entendu. Autre élément aussi très important au XXe siècle, mais c'est évident, c'est la victoire sur le fascisme et le nazisme. Enfin, c'est énorme. Le projet historique le plus démentiel du siècle, qui consistait à vouloir asservir quasiment toute l'humanité, en tout cas une bonne partie de l'Europe déjà, à la soi-disant race des seigneurs pour y instaurer un Reich millénaire, a été torpillé par l'Union soviétique. Pas par les puissances capitalistes, qui ont ménagé l'hydre nazi pratiquement jusqu'en 1939-40. C'est quand même énorme, ça, il faut le rappeler. Et devant
le travestissement de l'histoire, l'espèce de falsification généralisée de cette histoire à laquelle on assiste aujourd'hui, il faut réagir. Il faut pas se laisser faire. Là. Il faut rappeler les choses quand même. Aucun lycéen français ne connaît le nom de Zhukov. Mais enfin, merde, c'est ce type qui a libéré l'humanité du nazisme quand même. C'est invraisemblable. Il devrait être sur tous les livres d'histoire. Voilà. Ils savent pas. Ils croient que c'est les Américains qui ont vaincu le nazisme, quoi. En débarquant en juin 1944, en se prenant une branlée d'ailleurs, rapidement dans les Ardennes. Bon, non, voilà. Il y a quand même un truc énorme. Le fascisme italien, enfin, Mussolini a été exécuté par qui, hein? Par le colonel Valerio, communiste italien. Et c'est Luigi Longo qui aurait donné l'ordre de l'exécution de Mussolini. Hitler et Mussolini ont été liquidés par des communistes. Il faudrait peut-être quand même le rappeler, parce que les lycéens en France, ils ne le savent pas, hein, je peux vous assurer. Je suis prof dans un lycée, ils ne savent rien. C'est grave, ça, quand même. Donc, éducation populaire, là, on est d'accord. Donc, mettre le feu au système colonial, liquider le nazisme et le fascisme, c'est déjà énorme. Et ça, c'est le communisme, je suis désolé. Voilà. Ça, c'est l'acquis historique absolument incontestable du communisme. Troisième acquis historique incontestable, parce qu'on parle d'histoire, on parle du passé, mais d'un passé relativement récent, c'est tout de même la mise en échec de l'impérialisme. La guerre du Vietnam. La guerre la plus importante, en fait, qui se soit déroulée dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Bon, la guerre de Corée, c'était pas mal déjà. Hein. Bon, la guerre du Vietnam. L'impérialisme mis en échec. La gigantesque nation américaine mise en échec par le peuple vietnamien. Ça, c'est quand même énorme. Donc, le communisme, c'est ce mouvement historique qui a fait don à l'humanité de ces trois acquis absolument incontestables que sont la démolition du système colonial, la victoire totale sur le nazisme et le fascisme, et la mise en échec de l'impérialisme yankee, là où il prétendait effectivement contenir le communisme. Alors bien sûr, il y aura des défaites. L'Indonésie, en 1965. Tout ce qui s'est passé en Amérique latine, avec l'extermination de la gauche latino-américaine à l'époque des dictatures de droite soutenues par les États-Unis, l'opération Condor. Mais il y aura eu Cuba. Et aujourd'hui, vous avez en Bolivie, au Venezuela, au Nicaragua, j'espère au Chili, au Brésil, en Argentine, peut-être au Honduras et ailleurs, des gens qui, bon, commencent quand même à secouer sérieusement le joug yankee dans ce que les Américains considèrent comme leur arrière-cour. Bon. L'héritage du communisme, il est là. Or, cet héritage, il est toujours en train de fructifier d'une certaine façon. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à l'échelle internationale, c'est la résistance des nations souveraines à cet impérialisme, qui est le même que celui qui a tenté de détruire le Vietnam. Alors c'est vrai qu'il y a des forces conservatrices dans cette résistance des nations souveraines. La Russie et l'Iran aujourd'hui ne sont pas nécessairement des modèles marxistes de premier plan, mais enfin ce sont de vieilles nations historiques qui résistent, ne serait-ce que parce qu'elles veulent exister comme telles, à l'impérialisme. Et elles sont les alliés naturels des pays progressistes qui, eux, sont doublement anti-impérialistes, puisqu'ils sont progressistes et anti-impérialistes par nature, puisque, incarnant cette parfaite osmose entre la lutte pour la libération nationale et la lutte pour l'émancipation sociale, que le communisme a incarné. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, à mon avis, sur lequel j'insiste beaucoup dans mon livre. C'est que le communisme n'a jamais été si fort, partout, y compris en France, on parle un petit peu de la France, que lorsqu'il a su faire coïncider son combat social, pour le progrès social, pour une société socialiste, pour une société plus juste, avec le combat pour l'émancipation nationale. Je pense que le communisme comme mouvement historique n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il a su faire coïncider la lutte pour l'émancipation sociale avec la lutte pour la libération nationale. Voilà. Ça, c'est fondamental. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a joué ce rôle moteur dont on a parlé dans le processus de décolonisation. C'est la raison pour laquelle aussi, en France, le Parti communiste français n'a jamais été aussi fort qu'en 1944-45, lorsqu'il est l'incarnation de la résistance, lorsque les FTP sont le fer de lance de la résistance armée, et lorsque
les communistes incarnent justement l'aspiration à la liberté du peuple français et l'aspiration au progrès social. Et c'est pas un hasard si c'est à ce moment-là que les grandes réformes systémiques ont été mises en place, permettant de faire de la France un pays moderne. Enfin, la France est entrée dans la modernité grâce aux communistes, avec la sécurité sociale, les conventions collectives, la planification, le secteur public, le statut de la fonction publique et d'autres réformes qui ont suivi. Ça, c'est fondamental aussi. Et j'en veux beaucoup, moi, au Parti communiste français, actuellement, de ne pas être capable d'incarner précisément cette parfaite coïncidence entre aspiration à l'émancipation sociale et à la libération nationale, c'est-à-dire d'être le premier défenseur de l'indépendance nationale de la France, le premier défenseur de la souveraineté de la France, ce qui impliquerait évidemment la sortie immédiate et sans condition de cette arnaque qu'est l'Union européenne, de cette forfaiture qu'est la zone euro, et surtout de cette abomination qu'est l'OTAN, dont on voit aujourd'hui le caractère, plus que jamais aujourd'hui, le caractère mortifère. Là, il y a quand même un enjeu qui est considérable. Et en se réappropriant l'histoire du communisme mondial et la véritable histoire du communisme français, on peut, à mon avis, faire ce travail d'explication, d'éducation populaire, qui consisterait à montrer qu'il n'y a pas d'autre issue pour l'émancipation sociale que d'en faire en même temps le moteur d'une émancipation nationale. Il n'y a pas de souveraineté sans socialisme et il n'y a pas de socialisme sans souveraineté. Cette démonstration a été faite par l'histoire. Il faut maintenant que les gens en prennent conscience et que ceux qui se réclament du communisme soient au clair avec cette question. Et c'est loin d'être le cas. Je feuilletais encore ces derniers jours les livres qui sont consacrés au communisme et qu'on peut voir dans les grandes librairies parisiennes. On y parle de beaucoup de choses. On y parle d'un communisme imaginaire, d'état idéal de la société. Il n'y a pas en tout cas depuis pas mal de temps, il n'y a pas de livre sur le communisme publié en France par des Français. Alors je vais en citer quand même. Alors je vais citer les quelques bouquins que j'ai lus. Hein, c'est Communisme de Lucien Sèvres. Alors, c'est pas franchement nouveau, ça. Ah bah c'est sorti il y a 3 ou 4 ans. Enfin, je veux dire, Non, je parle de choses sorties récemment. Il y a Figure du communisme de Frédéric Lordon qui est sorti il y a 1 an. Et il y a 2 ou 3 trucs. Bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un livre collectif aussi qui est sorti qui s'appelle Ce gros mot de communisme. Lordon, il n'a rien à voir avec le communisme, et Seb, il est mort depuis longtemps. Non, mais, excuse-moi, il a écrit un livre qui parle du communisme, et Lucien Sèvres, il est communiste. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est juste pour saluer le fait qu'il n'y en a pas beaucoup des livres. Mais c'est ce que je suis en train de dire. En fait. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le tien. Mais à ma connaissance, c'est celui-là. Et en plus, il s'appelle communisme. Donc, je veux dire. Mais c'est quand même. En fait, c'était là que je voulais en venir. C'est l'exception qui confirme la règle. Excuse-moi. Mais enfin, c'est pour la bonne cause. C'était là que je voulais en venir. C'est pour la bonne cause. C'est que. Un vrai communisme. Par honnêteté intellectuelle, j'ai lu tous les livres parus en France récemment où il y a le mot communisme dans le titre. Alors, je ne me suis pas tapé les conneries de Thierry Volton et ce genre de débilité. J'ai lu des livres écrits par des gens dont je pouvais penser qu'ils avaient quand même des choses intéressantes à dire sur le communisme, Sèvres, Lordon, 2 ou 3, 4, 5 comme ça. Aucun ne parle du socialisme réel, en fait. Pour eux, ça n'existe pas. Lordon, dans Figure du communisme, il conclut en disant « Tout ce qui s'est fait au nom du communisme et du socialisme au XXe siècle, ça vaut rien. » Il dit « C'est exactement... C'est au communisme ce que l'Inquisition est au christianisme. » Et conclusion, voilà. Et il faut construire un communisme... on ne sait pas à partir de quoi, d'ailleurs. C'est ce que je dis dans la conclusion de mon livre. Je dis « Mais à partir de quoi vous voulez construire ?» Puisque vous reniez, en fait, tout. Vous reniez le fait qu'au Kerala, aujourd'hui, on ait 10 ans d'espérance de vie de plus que dans les autres États de l'Inde. Comme par hasard, c'est le seul État dirigé par les communistes. Vous reniez le fait que l'espérance de vie à Cuba soit de 80 ans, alors qu'elle est de 64 ans à Haïti. Vous reniez le fait que la Chine, là aujourd'hui, on a une espérance de vie qui est de 2 ans supérieure à celle des États-Unis. Communisme, je veux dire... Voilà. Si je puis m'exprimer, excuse-moi. Oui, mais je veux dire... La critique, et c'est encore une fois pour, pardonne-moi, c'est pour faire un éloge de ton livre, c'est justement que pour une fois, toi tu parles vraiment du communisme et tu au moins, tu t'es sérieusement intéressé à la question et tu sais de quoi tu parles. Ce qui est exactement le contraire de Lordon, et je te garantis que je le connais très bien, comme tu le sais. Ouais, très bien. Donc voilà, je pense que, en fait, il n'y a pas de, à mon avis, de mise en perspective de ce qu'est le communisme et de perspective communiste, du coup,
si on ne se réapproprie pas cette histoire de manière objective, avec ses échecs, ses succès, ses tentatives avortées, ses tentatives réussies. Et pour conclure sur un point qui m'est cher, je n'aurais jamais écrit ce livre si je n'avais pas fait l'effort depuis quelques années de m'intéresser à ce qui se passe en Chine, dans un pays qui représente quand même 1/5 de l'humanité, qui était le plus pauvre de la planète en 1949, avec une espérance de vie de 36 ans et 85% de gens qui ne savaient ni lire ni écrire, et comme dit William Hinton dans son livre remarquable sur la Révolution chinoise, tout le monde battait tout le monde dans les campagnes, sauf les propriétaires fonciers et leurs hommes de main qui, eux, battaient les autres. Bon. C'est fini, ça, aujourd'hui. Alors, la Chine a plein de problèmes, on est d'accord, plein de problèmes sociaux, sanitaires, économiques. Si on regarde la presse française, d'ailleurs, elle va s'écrouler. J'ai vu un livre en librairie, c'était Portrait d'un pays au bord du chaos. Je ne sais pas si c'est au bord du chaos, en tout cas, la dernière fois que j'y suis allé, c'était pas, ça m'a pas donné l'impression d'être au bord du chaos. Je vous assure que... Donc, franchement, je n'aurais pas écrit ce livre si la Chine ne témoignait pas aujourd'hui par ce qu'elle est, ce qu'elle tente de faire, avec ses succès, ses échecs là aussi, de manière quand même assez intéressante, quoi. Parce qu'un pays qui a accompli les progrès qu'il a accomplis, comme la Chine l'a fait depuis aujourd'hui 70 ans, mérite quand même au moins qu'on s'y intéresse. Voilà. Et puis il n'y a pas que la Chine. Il y a le Vietnam, d'où je viens, là. J'ai passé 15 jours, il y a quand même des choses intéressantes qui se font. C'est l'économie asiatique qui a le plus fort taux de croissance en 2022. Il semblerait qu'il soit le premier exportateur mondial de riz, là, prochainement. Il s'industrialise, il se développe, c'est tout de même intéressant. Un pays qui a passé 40 ans, pratiquement dans les dernières décennies, à se battre contre tous ceux qui voulaient le démolir et qui réussit quand même aujourd'hui à proposer à offrir à sa population une espérance de vie de 75 ans et demi quand elle est de 76 ans aux États-Unis, c'est quand même intéressant. J'attends le moment où l'espérance de vie des Vietnamiens va dépasser de quelques années, comme l'a déjà fait celle des Chinois, celle des Américains. Quelle revanche sur l'histoire, finalement. Quel pied de nez à ceux qui ont balancé le napalm et l'agent orange sur ce pays. Bon. Comparons Cuba et Haïti, quoi. Puis le Kerala, voilà. Il y a quand même aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent au communisme comme processus historique, c'est-à-dire tentative d'instaurer dans la difficulté, dans le long terme, un véritable socialisme, il y a matière à réflexion. Voilà. Et il y a matière à éducation, du coup, pour tous ceux qui ne connaissent du communisme que la version diffusée par Dominique Volton et ce genre de personnages. Qui sont des faussaires, des escrocs et des arnaqueurs de premier abord. Voilà, et ce genre de personnes, tout à fait. Donc, face à cette énorme arnaque qu'est la production dominante, production intellectuelle dominante sur le communisme, rétablissons la vérité des faits, mettons les gens en face des réalités, et Dieu sait s'il y a des choses je pense, à explorer, à expertiser sur la question. Donc le communisme n'a pas le passé qu'on lui prête, dans le discours dominant. Il n'a pas du tout le présent qu'on veut bien lui accorder, et il a un avenir, contrairement, je pense, à ce qu'on ne cesse de nous ressasser, et c'est la construction, dans la durée, d'un socialisme qui a permis à un certain nombre de pays de sortir de la misère, qui a sorti des centaines de millions de gens d'une pauvreté inouïe, d'un analphabétisme crasse, des épidémies, etc. Enfin, il faut voir quand même ce que la Chine, pour reparler d'elle, a accompli depuis 70 ans, qui est quand même tout à fait remarquable sur le plan social, économique, sanitaire, éducatif. Je prendrai ce dernier exemple pour illustrer mon propos sur l'analyse, l'étude comparative faite par l'OCDE tous les 4 ou 5 ans, je crois, des systèmes éducatifs. Alors c'est une étude qui porte, je crois, sur 50 millions d'élèves dans le monde au niveau de la 3e, sur les apprentissages, donc en fin qui correspond chez nous au collège, numéro 1 pour la première fois la Chine, quoi. C'est quand même intéressant. Alors la Finlande n'est pas loin, avec 3 élèves par classe. La France n'est pas très bien placée. La France, elle est en dessous de la moyenne des pays européens, elle est très loin derrière la Chine. Avec cette fabrique à ignorants qui est effectivement le système éducatif français, non pas de la faute de ceux qui travaillent dans le système éducatif dont je fais partie, mais pour des tas d'autres raisons, dont on peut discuter, voilà. Bon, voilà. Alors après, on nous dira, oui, mais c'est les Chinois, ils bossent comme des malades. Oui, d'accord, écoutez... voilà.
Eh bien, merci, parce que c'est effectivement le contenu du livre. Avant de poser ma petite question et puis de vous donner la parole, est-ce que vous, dans le processus extrêmement dialectique et complexe que vous avez décrit, vous décrivez bien dans votre bouquin le fait que ça n'a pas été évident au sens où les dirigeants et leurs camarades qui ont impulsé ce qui donne les résultats positifs se sont trouvés à des moments, et souvent, minoritaires par rapport à l'état de la compréhension de leurs propres camarades révolutionnaires. Et qu'ils ont dû se battre, ça a été le cas de Lénine, vous l'expliquez très bien, à plusieurs niveaux, et y compris le fameux niveau dont vous parlez, enfin, de faire la libération des peuples opprimés et colonisés. Ça a été évidemment, et vous... c'est un bijou, la partie sur la Chine, où on voit les camarades dirigeants qui font une optique minoritaire, qui réussissent, qui gagnent, et qui retournent, et qui à un moment donné font quelque chose qu'on avait dit, qu'ils avaient dit de ne pas faire, mais après ils le refont, les autres comprennent rien, etc. Tout cette espèce de mouvement dialectique lié à la volonté de quelques camarades. Moi, ça m'a évoqué la fameuse phrase que je cite toujours, qui est pour moi la plus belle phrase de Marx. C'est sa troisième section du Capital 1. La seule différence entre le plus mauvais architecte et une abeille, c'est que le plus mauvais architecte est obligé de penser d'abord ce qu'il va faire dans sa tête, l'abeille non. Et donc, s'il pense mal, c'est moi qui rajoute, il y a des problèmes. Et vous l'expliquez très bien. Oui. Est-ce que vous voulez dire quelque chose dessus? Puis après, je donnerai ma petite question. Pour rebondir sur ce que vous dites, en fait, dans la quatrième couverture du livre, je cite deux passages de Marx. Un où il disait, c'était une œuvre de geste, le communisme, c'est pas le millénium de la fraternité universelle. Ça veut dire, non, mais n'imaginez pas une espèce de truc formidable qui va nous tomber dessus comme ça. Bon. C'est le mouvement réel qui change l'état des choses existantes. Et cette phrase, quand même, il faut la méditer. Il faut la méditer parce que le mouvement réel qui change l'état des choses existantes, c'est quand même ce qui se passe. Ce qui s'est passé dans l'ex-Union soviétique, quand même. Ce qui se passe dans la Chine, ce qui se passe au Vietnam, ce qui se passe à Cuba, ce qui se passe au Kerala, ce qui se passe peut-être demain au Népal, puisque on a oublié de dire quand même qu'en 2015, une révolution communiste a triomphé dans le monde. C'est au Népal, je vous signale quand même. Une révolution paysanne, communiste a triomphé. Voilà, il y a quand même cette idée que le communisme, c'est un processus historique et donc dialectique, c'est-à-dire qui charrie son lot de contradictions, qui dépasse ses contradictions tout en conservant ce qui doit être conservé, etc. Bon. Lénine, lui-même, je crois que il avait écrit ses fameux cahiers sur la dialectique de Hegel. Enfin, c'est-à-dire, les grands dirigeants du mouvement communiste international étaient quand même obsédés par l'idée des contradictions. Le texte de Mao, de la contradiction. Tout processus historique est contradictoire. À un moment donné, il projette à la face de ceux qui le conduisent ou qui le subissent parfois les contradictions. Le tout, c'est d'arriver à les dépasser. Et comme disait Mao, les contradictions sont dans le peuple lui-même en plus. Voilà. Il ne faut pas oublier d'ailleurs. Ce que les communistes chinois d'aujourd'hui, qui sont très différents effectivement de ceux de l'époque de Mao, c'est clair, mais n'ont pas oublié. C'est qu'ils savent très bien qu'il y a des contradictions. Et d'ailleurs, quand on change de politique de manière assez spectaculaire en Chine, vous remarquerez que c'est toujours en intégrant le verdict des masses. C'est la ligne de masse qui a été appliquée dernièrement par les Chinois dans la conduite de leur politique sanitaire. Dernièrement, avec les zéro Covid. Oui, c'est clair. Refus. En Chine, on ne peut pas changer de gouvernement, mais on peut changer de politique. En France, on peut changer de gouvernement, mais on ne peut pas changer de politique. C'est clair. Ne vous faites pas d'illusions, sauf s'il y a une grève générale du type de la grève générale ouvrière de mai 68 en France demain, ce que je souhaite pour ma part, c'est-à-dire 10 millions de types qui font grève et 5 ou 6 millions dans les rues. Macron, le Godeluro de la finance, imposera sa saloperie de réforme des retraites. Voilà, c'est clair. Parce que c'est la démocratie. Et pourtant, Xi Jinping a bien rappelé, et à juste titre, que le parti décide de tout. Oui. Oui, mais il écoute les masses. Oui. Le parti décide de tout, parce qu'il faut bien que quelqu'un décide. Change. C'est ça la contradiction. Et ça change. Le parti décide de tout à l'écoute des masses. Alors, oui, moi, on va vous donner la parole. Vous avez la parole. Et avant, je voulais juste poser une question, mais ne la gardez pas. Mais je profite de mon rôle privilégié pour la poser avant tout le monde. Mais en fait, il y a une grande partie des réponses qui ont déjà été données. Je ne savais pas qu'elles allaient être données, donc je vais... Alors, c'était une question à deux niveaux.
Dans la suite de tout ce que vous avez dit sur les attributs de souveraineté, taper sur le capitalisme étranger, le capitalisme local, comprador, enfin tout ce que vous avez suggéré et développé, et que vous expliquez très bien dans le bouquin, ne pensez-vous pas que ça donne comme objectif principal pour nous, communistes ou sympathisants communistes, en Occident et en France, à un pôle communiste, quelle que soit son organisation, de prendre la direction, en majuscule direction, d'un front uni de libération nationale du peuple français qui articule, et là je fais référence à un bouquin, j'ai pas là en rouge, sur Lénine, le temps long, c'est-à-dire sortie de l'euro, sortie de l'OTAN, défense d'un monde multipolaire avec la Russie et la Chine, et le temps court, voilà celui-là, et le temps court, rejet des projets iniques de Macron comme sur les retraites, rejet de la destruction des services publics, de la médecine et tout ce qu'on vit. Cette articulation des deux, dont je pense que le livre traite très bien, est fondamentale et des communistes français dignes de ce nom devraient l'avoir au lieu que de prendre un petit bout et de laisser l'autre. Ça, c'est le premier aspect de ma question. L'autre aspect qui est la déclinaison. Enfin, ne pensez-vous pas que la guerre actuelle de l'OTAN contre la Russie, j'ai bien dit l'OTAN, je ne dis pas l'Ukraine, hein, l'OTAN contre la Russie, car c'est ça, renforce drastiquement l'idée que la contradiction principale, vous l'avez citée, telle que définie par Mao Tse-tung dans De la contradiction en 1936, est actuellement entre le capitalisme financier mondialisé sous commandement des USA et les peuples du monde, dont le peuple français, qui veulent récupérer ou bien défendre, quand ils ont déjà quelque chose, leur souveraineté. Oui, la réponse est oui. Vous avez déjà répondu en partie. Déjà répondu, c'est évident que... C'était ma question. On ne peut pas faire autrement que d'articuler progrès social et souveraineté nationale si on veut vraiment, effectivement, avancer dans la voie d'un socialisme réel, construit patiemment dans le temps, etc., pour sortir les peuples de leur suggestion à une classe dirigeante qui, elle, s'accommode très bien, en réalité, de l'absence de souveraineté nationale. Enfin, pour l'oligarchie financière mondialisée, souveraineté nationale, ça n'a strictement aucune importance. Elle n'existe plus. Pour eux, la France est un aéroport, quoi. Donc, à quoi bon la souveraineté nationale, à la limite, ça sert à rien. Pour les peuples qui veulent maîtriser leur destin, qui veulent définir ensemble les conditions de leur vie commune, et les priorités qui sont les leurs, dans les domaines où ils attendent quelque chose, effectivement, de l'action publique, l'éducation, la santé, les transports, enfin, des trucs importants, c'est important, la souveraineté nationale, puisque la souveraineté nationale est la condition requise pour qu'il y ait une appropriation par les peuples de leur propre destin. Voilà. Donc sans souveraineté nationale, qui est en même temps une souveraineté populaire, pardon, avant de passer il est peut-être important, je rappelle, quand on dit souveraineté, et c'est pour ça le problème que l'on a souvent avec des gens plutôt à gauche, quand on parle de souveraineté nationale, tout de suite, nation, qu'est-ce que c'est? Il y a un très bel article dans le dernier numéro de propagande de Bruno Drevsky entre les nations ethniques, exemple, l'Ukraine actuelle, le nationalisme intégral là, des dirigeants Bandela, etc., et le nationalisme politique et territorial qui est le nationalisme dont nous parlons quand on parle de souveraineté nationale. Voilà. Maintenant, je vous propose on va répondre aux questions. Alors, il y a une question par là. Alors, j'aurais une question plutôt sur l'avenir du communisme, et particulièrement sur la Chine, où j'ai eu l'impression, alors avec le très peu d'informations qui a pu me parvenir, que la Chine commence à rencontrer en fait les contradictions maximales classiques du capitalisme suite à la baisse tendancielle du taux de profit. Ça s'est notamment vu, je crois, surtout dans le secteur de l'immobilier, avec des immeubles qui ont été détruits parce qu'ils avaient été construits sans anticiper le fait qu'ils n'allaient plus être rentables pour les investisseurs. Ma question, c'est, en interne au Parti communiste chinois, peut-être que vous le savez, est-ce que... il y a forcément une conscience de ce problème, parce que j'imagine pas que les gars soient complètement à l'ouest, mais il doit y avoir des contradictions là-dedans. Parce qu'il y a du capital en Chine. Ma question, c'est comment ils se positionnent là-dessus et qui envisage quoi pour la suite? Alors, non seulement ils sont conscients du problème, mais ils ont déjà annoncé et commencé à mettre en œuvre toute une batterie de mesures, les fameuses 16 mesures pour le redressement du secteur immobilier, qui consistent simplement
à garantir d'abord l'accès à la propriété pour ceux qui étaient déjà engagés dans un processus d'acquisition. Il faut savoir que l'accession à la propriété du logement pour les Chinois, c'est très important. Le taux d'accession à la propriété pour les jeunes ménages en Chine est de 70%. En France, je crois qu'il est de 30 ou 40%. C'est fondamental pour les Chinois. On ne conçoit même pas le mariage si on n'a pas d'abord un logement. Et un travail, évidemment. Ah oui, ça aussi, c'est important, le travail. Bon. On pourrait parler aussi des systèmes sociaux en Chine, c'est intéressant. Donc, les Chinois, le gouvernement chinois ne va pas laisser s'écrouler le secteur immobilier qui représente un quart du PIB chinois. C'est évident. Par contre, c'est vrai qu'il y a des contradictions, mais il n'y a pas que dans le secteur immobilier qu'il y a des contradictions en Chine. Il y en a à tous les niveaux. C'est une société qui est pleine de contradictions, pleine de conflits. Il y a des dizaines de milliers de ce que la presse chinoise appelle des incidents de masse chaque année en Chine. Grèves, pétitions, manifestations. Ah, il y a des manifestations et des grèves en Chine, hein, tout le temps. Tout le temps. Il y a une lutte des classes, en fait. Même si, après la révolution culturelle, la nouvelle équipe a voulu mettre la lutte des classes sous le boisseau. Enfin, c'est un peu le discours officiel sur la prospérité commune, etc. La lutte des classes, elle est là. Et heureusement, d'ailleurs. Et puis, de toute façon, il ne peut pas en être autrement. Puisque c'est la définition même, en fait, de ce qui est le soubassement d'une société moderne, une lutte des classes. Plus ou moins souterraine, plus ou moins ouverte, mais elle est là. Et dans le secteur immobilier, ce qui est très clair, c'est qu'on voit que la puissance publique va tout faire pour préserver les intérêts, non pas des actionnaires des grands groupes immobiliers, mais des accédants à la propriété. D'ailleurs, immédiatement après qu'on ait commencé à parler des difficultés d'Evergrande, etc., qui est l'un des principaux groupes immobiliers privés en Chine, il y avait un éditorial dans le Global Times. Alors, Global Times, c'est intéressant, parce que c'est le journal anglophone, mais qui traduit très bien le point de vue, en fait, des dirigeants chinois, qui expliquait que le gouvernement allait intervenir, bien sûr, on ne va pas laisser les choses pourrir, mais pas pour sauver les fesses de ceux qui avaient spéculé. C'est très intéressant, ça. Et cet éditorial a été publié à peu près au même moment où Jack Ma, vous savez, avait disparu. Bon. Jack Ma qui a perdu les 3/4 de sa fortune, hein, et qui est quasiment exilé au Japon aujourd'hui, il faut le savoir. Alors qu'il était la première fortune de Chine. Après avoir créé Alibaba, qui est un truc... c'est Amazon à puissance N. En Chine, les capitalistes ne font pas la loi. C'est un des rares pays au monde où des capitalistes vont au tôle, sont même condamnés à mort. Il y en a un milliardaire qui a été condamné à mort pour bigamie et corruption dernièrement. Bon, alors là, la peine a été... Qu'est-ce qui est le plus grave ? À la bigamie, à mon avis. C'est quand même beaucoup plus grave. Et ça a été commué en prison à perpétuité, ce qui est beaucoup le cas maintenant aujourd'hui en Chine. Donc, ces contradictions-là, elles sont effectives, vous avez parfaitement raison de le souligner, entre, les intérêts privés d'un certain nombre de magnats de l'immobilier ou d'autres secteurs qui existent en Chine, puis il y a un vrai capitalisme chinois que Mao Zedong appelait, à l'époque de la nouvelle démocratie, la bourgeoisie nationale, hein, les capitalistes patriotes, ceux qui ont fait le choix du développement du pays, et non pas de la collaboration avec l'impérialisme dans une perspective que le regretté Samir Amin appelait la bourgeoisie comprador. Voilà, c'est pas ça. La distinction entre bourgeoisie comprador et bourgeoisie nationale, qui est au cœur du pacte social chinois du Mao Zedong, elle est toujours d'actualité. Si un type comme Jack Ma commence à se comporter comme un comprador, il finit comme il a fini. Voilà. Si les gens d'Evergrande s'imaginent que le gouvernement chinois va sauver leurs fesses, ils se font des illusions. Je prends un autre exemple qui est intéressant, c'est pas l'immobilier, c'est le soutien scolaire. Vous savez ce qui s'est passé dans le secteur du soutien scolaire ? C'était un secteur lucratif, gigantesque, avec des capitalisations boursières à la bourse de Shanghai colossales, 300, 400 milliards de dollars, équivalent dollars, avec un investissement financier des ménages chinois qui est énorme, parce que la réussite éducative des enfants, pour les Chinois, c'est une priorité absolue. Surtout qu'ils n'en ont pas beaucoup d'enfants. Et que, effectivement, l'enfant unique a eu aussi pour conséquence de faire de la réussite éducative et professionnelle de l'enfant quelque chose d'absolument stratégique pour toutes les familles. Donc, les familles payaient des cours du soir, du soutien scolaire lucratif, et les gens, un certain nombre de spéculateurs, se sont fait un maximum de blé avec ça. Du jour au lendemain, le gouvernement a décidé que le secteur du soutien scolaire serait dorénavant un secteur à but non lucratif. La capitalisation boursière s'est effondrée, et il y a eu des articles dans la presse économique, dans Le Monde, ce genre de journaux qui expliquent « Oh là là, mais c'est abominable ce qui se passe, c'est horrible, ils sont en train de démolir un secteur extrêmement prospère. » Mais prospère pour qui ? Dans la presse chinoise, on expliquait qu'on n'en avait rien à foutre que des gens qui avaient investi des capitaux privés là-dedans perdent de l'argent. La capitalisation boursière dans le secteur du soutien scolaire, ça n'intéresse pas le gouvernement chinois. Ce qui l'intéresse, c'est la réussite scolaire des enfants
Et le fait que les familles, vont peut-être cesser de se pressurer financièrement pour payer des cours du soir. Ils ont non seulement converti cet énorme secteur lucratif en secteur non lucratif du jour au lendemain, mais ils ont fixé aussi des règles qui étaient pas plus de X heures de cours du soir par semaine, etc. Ils ont fait pareil pour les jeux vidéo, entre parenthèses. Donc il y a des contradictions. Ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque la contradiction devient quand même insoutenable ou difficilement contrôlable, on prend des mesures draconiennes et on n'hésite pas à les prendre. En attendant, la Chine, d'après l'OCDE, a le meilleur système éducatif au monde. Le résultat est là. Les contradictions, jusqu'à un certain point, font avancer le pays sur la voie d'un développement. Voilà, spectaculaire. Mais lorsque les contradictions deviennent préjudiciables au développement du pays, ou créent des effets pervers, on tape. On tape dans l'art, on résout la contradiction. Il n'y a pas beaucoup de systèmes sociopolitiques dans le monde d'aujourd'hui capables de faire ça. Et à une telle échelle, c'est quand même intéressant. Vous imaginez ça en France, un secteur lucratif qui est transformé en secteur non lucratif parce que... avec les gens qui nous gouvernent, il est vrai qu'ils n'ont pas la même vision du monde, les mêmes intérêts. Xi Jinping, il s'est pas fait 3 millions d'euros en travaillant pour Pfizer et Nestlé avant d'être président désigné par les banques. En Chine, les banques obéissent au président. En France, les banques désignent le président. C'est pas la même chose. Alors, on te voit, très bien. Comme le monsieur, c'est une question qui va être portée sur l'avenir. C'est vraiment parce que vous parliez, monsieur évoquait la création en fait d'un pôle communiste européen. Mais quand on voit aujourd'hui que ce soit la position du Parti communiste français sur les questions internationales, il suffit de regarder les amendements qui ont été votés au niveau de l'OTAN récemment, je pense que c'est honteux. Et le pôle de renaissance communiste qui est connu des communistes. Parce que le pôle de renaissance communiste est minoritaire. Et quand on va... moi, je suis jeune et j'ai été lycéen il n'y a pas longtemps. Le pôle de renaissance communiste est inconnu. L'hégémonie culturelle bourgeoise est partout. Les chiffres du livre noir sont dans les manuels scolaires pour la plupart. Donc comment on va faire pour s'articuler, c'est-à-dire soit reconstruire un parti d'avant-garde léniniste qui puisse être ancré dans les masses et faire l'éducation populaire, reconstruire les cellules d'entreprise et donc vraiment créer un pôle communiste en Europe et aussi dialoguer pour rester internationaliste avec les autres partis communistes ou réellement faire scission sur scission sur scission et donc pouvoir construire comment pratiquement on peut s'organiser pour espérer un avenir du communisme en Europe. Je suis pas sûr d'avoir la réponse à la question. Ah oui. Oui, je comprends bien. Mais Parce que il y a vraiment une complication sur ce qui se passe aujourd'hui en France entre les forces communistes qui sont divisées. Il y a une énorme complication qui est liée au fait que le Parti communiste français, dans lequel il y a des gens sympathiques et respectables au demeurant, c'est pas la question, mais donne une vision, grand public, du communisme français qui est assez catastrophique, il faut le dire. Vous l'avez dit, le Parti communiste français à l'Assemblée nationale a voté la motion qui justifie la livraison d'armes à l'Ukraine, à l'Ukraine bandériste, Otano, Kievo, bandériste. C'est honteux. Alors il y a un texte qui a été signé par 168 jeunes communistes qui a circulé. Moi, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, je leur ai dit toute mon admiration, mon soutien, tout ce qu'ils voulaient. J'étais prêt à le signer, mais je dois avoir dépassé l'âge pour être un jeune communiste. Voilà, ça c'est intéressant. Il y a au sein du PCF des gens quand même des jeunes. Ça c'est intéressant, parce que l'avenir c'est vous. C'est pas nous l'avenir. Non. Bon. Voilà, c'est eux, donc portez cette parole, rapprochez-vous de ces jeunes communistes c'est bien qu'il y en ait au sein du PCF. Il y a 168 jeunes communistes au sein du PCF. Ah, attends. Ouais. On m'a coupé le sifflet, la censure est vraiment partout. Oui, donc si j'ai bien compris, il y a 168 jeunes communistes encartés au PCF et qui ont protesté contre le vote d'approbation communiste. Oui. Ils ont fait un très beau texte. Oui, mais en fait, ça fait pas beaucoup. Non, mais ça fait beaucoup. Mais peut-être que... Tu me diras, je ne sais pas qu'est-ce qui reste comme communiste encarté aujourd'hui. Alors, peut-être que ça représente beaucoup, je ne sais pas. C'est intéressant. Voilà, c'est une question. Il y a des gens qui se posent des questions. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont dans aucun parti, aucune organisation, et qui sont peut-être sur la même ligne de pensée. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que, en fait, la contestation de la politique otanienne de la France, et notamment, est pratiquement l'apanage de ce qu'on va appeler la droitosphère. Quasiment. C'est dramatique.
C'est dramatique parce qu'on a l'impression du coup que il faut absolument être de droite ou d'extrême droite pour critiquer la politique occidentale sur l'affaire russo-ukrainienne, alors que c'est évident que le sujet est quand même devrait se voir approprié par des communistes et des marxistes et des gens qui considèrent que c'est un vrai sujet. Et le Parti communiste à la Fédération de Russie, 19% des voix aux dernières élections, 47 députés à la Douma, soutient l'opération militaire spéciale. Zyuganov a fait plusieurs déclarations, plusieurs pays, ils ont dit pourquoi. Bon, c'est intéressant. Ils ont même proposé à la Douma et à Poutine, qui s'est empressé de valider évidemment et de ratifier la loi d'intégration des républiques autoproclamées. Tout à fait. Ex-ukrainiens. Absolument. C'est les communistes qui ont proposé le texte de loi. Parce que ce sont des communistes russes et que, évidemment, l'intérêt national russe dans cette affaire est évident et que, en plus, compte tenu du caractère otano-bandériste du régime de Kiev, alors c'est extraordinaire. On vous explique que la Russie est une dictature et l'Ukraine une démocratie. Mais en Ukraine, le Parti communiste est interdit et ses dirigeants sont en prison, alors qu'en Russie, c'est la principale force d'opposition que Poutine considère avec un certain respect quand même. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Attends, un instant. La déclaration du secrétaire général du Parti communiste ukrainien à Cuba était très intéressante aussi. Il allait totalement dans ce sens-là. Bien sûr, bien sûr. Donc là, il y a un enjeu énorme. La réappropriation par les milieux communistes ou prétendus tels des questions internationales sur une base clairement anti-impérialiste, c'est-à-dire anti-otanienne. Parce que là aussi, je l'explique longuement dans mon livre, l'impérialisme, qu'est-ce que c'est ? L'impérialisme, c'est pas la Chine et la Russie aujourd'hui. C'est l'OTAN. Ce sont les États-Unis et leurs vassaux, l'impérialisme. Enfin, quand on compare, comme je l'ai fait dans le livre, j'avais déjà fait dans le passé, la politique étrangère des États-Unis et leurs vassaux et celle de la Chine, il n'y a pas photo. Bon, quant à la Russie, elle défend ses intérêts à ses frontières, elle défend les intérêts de populations qui sont russes, russophones, en fait, ils sont russes, et qui subissent les abominations perpétrées par les otano-bandéristes depuis 2014. Mais ça, évidemment, ça passe à la trappe, effectivement, vous l'avez dit, de médias qui sont sous l'emprise totale de l'hégémonie, d'une doxa hégémonique. Voilà. Enfin, si au moins déjà tous ceux qui se réclament du communisme, peu ou prou en France, pouvaient clairement analyser la situation internationale et se réunir sur une base anti-impérialiste, ça serait formidable. Mais même ça, on en est très loin. Et c'est dramatique. Dramatique. Je rajouterais simplement, pour aller dans ton sens, que ce que j'appelais le temps long et le temps court, c'est-à-dire les questions internationales et la vie commune de nos citoyens, et le déclassement et la catastrophe qu'on vit sont liés. Il n'y aurait pas de réforme des retraites s'il n'y avait pas l'Union européenne. Et il n'y aurait pas l'Union européenne s'il n'y avait pas la domination américaine. Donc, une bonne conception communiste, c'est de lier les deux et les articuler tout le temps. C'est pour aller rajouter. Complètement. Et on voit bien que émancipation sociale et libération nationale, émancipation sociale et souveraineté nationale vont de pair, que les deux sont liés. Mais voilà, alors quand on a des élus au Parlement européen, on se laisse sans doute séduire par les avantages symboliques et matériels qui accompagnent ce genre de choses. Et c'est terrible. L'Union européenne est une machine à corrompre. Elle a réussi à corrompre, en fait, ce qui restait du mouvement communiste en France, à l'exception du PRCF, de l'ANC, d'organisations, évidemment, qui essaient de résister au vent dominant et qui ont toute ma sympathie. La question que je pose, quand je lirai le livre, je pense que j'aurai peut-être déjà des réponses, mais tu parlais de la lutte des classes dans le socialisme. Je pense que c'est là le problème théorique qui nous a beaucoup gênés, c'est-à-dire qu'en fait, que la droite, les conservateurs aient voulu nous présenter l'histoire des pays de l'Est comme un bloc, c'est dans leur logique. Le problème, c'est que des marxistes et des partis marxistes ont fait un peu la même erreur. Or, les sociétés socialistes sont des sociétés vivantes avec des contradictions de classe. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'on doit faire justement pour analyser ces contradictions de classe ? Alors, historiques, celles qui ont mené à l'URSS à la chute, et puis comment lire les contradictions de classe en Chine, en Vietnam, en Corée. Là, je pense qu'il y a un chantier à travailler.
Mais comme tu dis, J'ajoute, parce que c'était une question du même type qui est la seule que je voulais poser, d'ailleurs qu'on a posée lors de la présentation du livre auquel faisait, il y a 2 jours, auquel faisait allusion François. L'analyse de classe, c'est la clé, y compris de la réponse au jeune homme tout à l'heure. C'est-à-dire, qu'en est-il de nos rapports de classe? Quels sont les rapports de force politiques qui existent, ne serait-ce qu'en France? Ils sont d'actualité d'ailleurs. Et on voit bien que c'est la classe politique dans son ensemble, incluant évidemment, y compris le Parti communiste français ou toutes les forces qui sont représentées, en tout cas dans la classe politique et à caractère représentatif, qui sont à l'image de ce corps social, de cette formation sociale et des rapports de force qui y prévalent. Et on voit bien qu'on a une pesanteur de classe sociale en France. Nous avons une énorme classe moyenne avec des strates et des couches diverses, mais qui est massivement, comme disait Lénine justement, qui a des revenus, qui a un mode de vie, qui a une idéologie de bourgeois. Ouais. Enfin, en tout cas, oui. Oui, non, mais c'est pas la réponse, c'était une question, c'est-à-dire comment, d'un point de vue communiste, à la lumière de l'histoire que tu as résumée avec une belle pédagogie du mouvement communiste international, revenons chez nous au lendemain d'un gros mouvement de grève, quand même le plus important qu'on ait connu depuis longtemps, mais qui a été initié, comme d'habitude d'ailleurs, s'agissant de grève, mais également les manifestations par les syndicats et non et avec une précaution très sage à mon avis de la part notamment de la CGT de tenir les politiques à l'écart. Ouais. Bah, je serais assez d'accord avec le constat que tu fais. On voit bien que le mouvement social dans un pays comme la France aujourd'hui, il est chaque fois confronté à l'étroitesse de ses limites. Hein. Chaque fois que... Il faudrait, pour faire mettre en échec le projet infâme du locataire de l'Élysée, un mouvement social de l'ampleur de celui du mai 68 ouvrier. Oui, bien sûr. Alors, la construction d'un rapport de force, alors absolument décisif, incontestable. Mais les caractéristiques même de la division de la société française en classe sociale aujourd'hui font que c'est sans doute pas possible. Voilà. Et puis alors le poids de vous évoquiez tout à l'heure, de cette espèce de chape de plomb idéologique, de l'hégémonie absolue du discours bourgeois, enfin ce qu'on entend comme ça, moi j'écoute ça distraitement, je regarde comme ça un peu de loin en loin dans le bavardage médiatique dominant est consternant, quoi. Vous explique, non, mais pour sauver les retraites, en fait, il faut la retraite à 60. Pour sauver le système de répartition, il faut partir à 64 ans. Quel rapport? Ça n'a strictement rien à voir. Si c'est un problème d'équilibre financier, analysons les différentes possibilités de financement d'un système de répartition avec retraite à 62 ans. On aura vite fait le tour, et là, on fait des choix. En fait, on voit bien que la démocratie bourgeoise, telle qu'elle est pratiquée en France aujourd'hui, ça fait quand même un certain temps que c'est comme ça, est une farce, une parodie de démocratie, où les véritables enjeux sont soustraits à la délibération démocratique, et où on nous impose en fait des décisions qui sont prises ailleurs, qui sont prises dans les conseils d'administration des sociétés d'assurance, des multinationales, le tout relayé par Bruxelles, qui est simplement une espèce de caisse de résonance des intérêts des marchés financiers, de tout ce qui va avec. Et ça, c'est dramatique. C'est pour ça que, de ce point de vue-là, la comparaison entre notre système sociopolitique, de gouvernance, comme on dirait, et celui qu'on observe dans un pays comme la Chine est intéressante, parce que c'est pas du tout pareil, en fait. C'est pas du tout pareil. Xi Jinping, il n'est pas aux ordres des marchés financiers. Hein. Il y avait une phrase de Trump qui était amusante. Un jour, il avait dit, mais moi, je suis embêté parce que la présidente de la Réserve fédérale, elle m'impose des trucs, elle fait pas ce que je lui dis. Xi Jinping, il n'a pas ce problème parce qu'il est président de la Réserve fédérale chinoise. Oui, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que le président de la République populaire de Chine, qui est quand même en même temps le chef du parti, c'est quand même... Le parti décide de tout. Oui, il se trouve qu'il décide quand même d'une manière qui garantit la souveraineté nationale de la Chine, et donc la souveraineté populaire du peuple chinois, et visiblement défend quand même globalement les intérêts de la majorité des Chinois.
Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas des contradictions de classe, il y en a, c'est évident. Mais enfin, on voit bien quand même que ce n'est pas du tout la même chose. Encore une fois, le verdict des masses, c'est quelque chose qui compte en Chine. En France, il faudrait vraiment construire un rapport de force violent. Hein. Enfin, violent au sens où il faudrait que ce soit massif. Je te trouve quand même un peu optimiste parce que, en réalité, ce que nous avons, pour les raisons qu'on a exposées juste avant, c'est, on peut appeler ça de la passivité, mais en tout cas, un accord tacite note, on peut appeler ça une clique, on peut appeler ça ce qu'on voudra, des oligarques ou autres, mais enfin, notre appareil administratif, politique, notre appareil d'État et surtout notre appareil idéologique qui est complètement embedded, comme on dit maintenant, au globish, ne sont pas fabriqués tout seuls. Oui, Ils sont le produit des contradictions qui existent à l'intérieur des rapports de classe, des rapports de production chez nous, et on voit bien que la force principale est bourgeoise, petite bourgeoise surtout, est totalement réactionnaire, totalement rétive à toute transformation, sans même être révolutionnaire, mais égalitaire. Oui. Mais parce qu'il y a eu un tour de force aussi qui a été réalisé par la classe dirigeante française, qui a consisté à détourner une grande partie de l'électorat populaire et ouvrier vers ce miroir aux alouettes qu'est le Rassemblement national, où on voit des gens issus des classes populaires qui stérilisent leur propre capacité d'intervention dans la sphère publique en votant pour des charlatans, alors même qu'ils auraient un intérêt de classe à peut-être faire autre chose. Mais oui, tout ça... Tu viens de dénoncer à juste titre les partis de gauche, à commencer par le PCF. Oui, non. Je veux dire, il est plutôt dissuasif de voter pour lui, le PCF. Je suis d'accord. On peut comprendre que par exaspération, les gens, par exaspération, il y a toute une partie, d'ailleurs, c'est une banalité que je suis en train de... Tout le monde le sait, vote à l'extrême droite. C'est pas du tout par adhésion particulière, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent y adhérer, quelles que soient les astuces ou les breloques idéologiques qui sont brandis par l'extrême droite. Mais malgré tout, encore une fois, on les a pas détournés. On les a repoussés. Là, je parle de ceux qui se prétendent communistes aujourd'hui. C'est pas le fait de l'appareil idéologique d'État ou de la classe dirigeante, ça. C'est plutôt le fait de la prétendue gauche petite bourgeoise de classe moyenne française dont relève y compris la quasi-totalité des soi-disant partis radicaux, rebelles, insoumis ou Dieu sait quoi. Bon, donc si je comprends bien ta thèse, la France est composée quasi majoritairement d'une petite bourgeoisie égoïste qui en fait vote comme des moutons, d'accord. Non, pas quasi majoritairement, je te dis, je fais l'analyse concrète d'une situation concrète, celle des rapports de force de classe en j'ai bien compris. Qui produisent l'état politique. Mais c'est pas incompatible avec ce que j'appelle le détournement du vote populaire au profit de ces arnaqueurs que sont les charlatans d'extrême droite qui proposent quoi en fait? Rien du tout. Ils sont même pas pour la souveraineté nationale. Si au moins ils étaient de vrais fachos, qui disent on est pour une vraie souveraineté nationale et on va même reconquérir l'Algérie. Bon, je dirais au moins ça a de la gueule. Voilà. Mais c'est même pas ça. C'est des chars. C'est des sous-charlatans. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, on les voit pas beaucoup, c'est des marchés de niche. Oui, c'est des marchés de niche. Mais enfin, le courant dominant de ce qu'on appelle l'extrême droite en France, je ne sais pas si ce terme d'ailleurs parfaitement adéquat. Enfin, vous voyez bien de quoi je veux parler, quoi. Zemmour, Le Pen et tout ce qui tourne autour. Ces gens-là, ce sont des sous-charlatans. Enfin, il faut voir le retournement de Zemmour à propos de la Russie, c'est extraordinaire. Avant le 24 février, non, mais quand même, la Russie, après, non, mais c'est abominable. Il a fait comme Mélenchon, en fait. Et on sort pas Zemmour, c'est le Mélenchon de la droite, de l'extrême droite. Mélenchon, il a parlé des abominations, des crimes abominables de la Russie à Boutcha. Hein. Il a fait depuis ce jour-là, bon, déjà, il nous a fait le coup sur la Syrie, la girouette. Alors lui, c'est vraiment... Oui, mais ça fait 40 ans qu'il fait ça, Mélenchon. Oui, d'accord. La plupart des trotskistes, d'ailleurs, donc il n'y a rien de nouveau non, sous mais le soleil. On est d'accord, on est d'accord. Non, mais c'est pas parce que la gauche est représentée ce qui reste, les débris de la gauche française, est représentée par des guignols et incarnée par des mouvements comme la France Insoumise, qui est une espèce de corps mou sans colonne vertébrale, où ça part dans tous les sens. L'important étant de raconter n'importe quoi pour se faire élire. C'est pas pour ça qu'il faut renoncer effectivement à tenir un langage de vérité
Là, ceux qui... là, nous sommes d'accord. Voilà. C'était pas ça. D'accord. J'ai essayé de répondre, non pas de répondre, mais de faire une analyse, encore une fois, concrète, objective. Elle n'est pas marrante, c'est pas... Non, mais on est d'accord, C'est pas marrant, la situation. Mais non, c'est pas n'est drôle. Pas arrivé comme ça parce qu'il y a des grands manipulateurs et autres. Non. Moi, surtout, je veux retourner un peu à l'histoire, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est les mouvements de résistance politique ou armée qui ne sont pas forcément de l'idéologie communiste, mais qui, par la dynamique de l'histoire, quand même, ils se dressent contre l'impérialisme, contre cette concentration des forces armées, économiques, médiatiques, etc. Et parce que ces mouvements suscitent un débat. D'ailleurs, il n'est pas nouveau le débat. Il existe depuis Lénine, depuis la conférence de Bakou qui a été organisée pour les peuples de l'Orient. Heureusement que vous parlez de ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les textes de Tanaka et de Sultan Galiev. Il y a une dizaine quand même des communistes musulmans à l'époque qui ont débattu au sein de la Troisième Internationale. Et c'est Lénine qui les a défendus contre même Rosa Luxembourg. J'ai lu les textes du Comintern et ils sont très intéressants ces débats. Et parce qu'aujourd'hui aussi on discute de tout ça à propos des mouvements comme Hezbollah, etc. Qui eux, aujourd'hui, on veut absolument saper ce groupe politique parce que c'est parmi les très peu de mouvements qui ont toujours les armes à la main, qui veulent combattre le sionisme, tous ces axes occidentaux, qui refusent de se mettre à genoux, etc. C'est pour ça qu'il faut absolument les plier. Donc pour moi, ça veut dire les stratégies à venir qu'il faut construire, c'est des convergences des causes. Aujourd'hui, les partis politiques se sont affaiblis beaucoup. Il faut construire une sorte de front où les causes convergent, ceux qui luttent les armes à la main contre l'impérialisme, tout ça qui lutte en Amérique latine contre l'hégémonie des États-Unis, entre tous ceux qui essayent de sauver les acquis sociaux contre la dictature des marchés, etc. À mon avis, un tel front, à l'avenir, c'est ça la solution. C'est ça la solution. Et nous, on a organisé au Liban un forum social avant cette vague des révolutions, des printemps, etc., qui était une grande farce qui s'est transformée en contre-révolution, à vrai dire. Hein. Et donc, on a reçu beaucoup des groupes politiques de gauche, des communistes. 12 groupes politiques de gauche sont venus, par exemple, de la Grèce. Partout. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait le siège de Gaza et les gens, ils voulaient montrer une telle solidarité. Donc, on a reçu 1500 personnes dans ce forum et on compte à l'avenir continuer dans ce sens. Ça, c'est une proposition que je fais pour positiver un peu, parce que si on veut parler des gens qui virent du communisme à l'extrême droite, moi, j'étouffe. C'est pour ça que dans mon livre, j'adopte une perspective historique et très internationale. Enfin, c'est vrai que personnellement, je compte pas tellement sur les Français pour porter le drapeau de l'émancipation nationale et de l'émancipation sociale à l'échelle mondiale aujourd'hui. Je souhaite qu'on le fasse, mais bon, voilà. Et au moment où je dis ça, il y a effectivement dans d'autres parties du monde, et au Proche-Orient en particulier, des gens qui se battent. Voilà, qui ne se contentent pas de... Moi, le Hezbollah, il y a un journaliste à La Réunion qui avait demandé mon exclusion de la fonction publique parce que j'avais crié « Vive le Hezbollah !» et « Vive Assad » d'ailleurs, parce que pour moi c'est pareil, c'est en même temps, dans une manifestation devant la préfecture. Le Hezbollah, soyons clairs là-dessus, j'ai écrit beaucoup de choses à ce sujet, j'en ai repris un peu dans le bouquin. Pour moi, c'est très clair. La lutte contre l'impérialisme et le sionisme au Proche-Orient est une lutte révolutionnaire que tous les communistes devraient soutenir de manière inconditionnelle. Voilà, il n'y a même pas à chipoter.
D'ailleurs, le Parti communiste syrien, que je Oui, sache, c'est ça, il est avec Assad. Les communistes locaux libanais, j'ai pas l'impression qu'ils soient contre la lutte que mène le Hezbollah contre le voisin encombrant que l'on n'a pas le droit de citer, sinon on encourt des sanctions pénales, etc. Donc alors là, de ce point de vue-là, c'est extrêmement clair, d'ailleurs. De même que, alors, pour parler d'une autre région du monde, je regarde avec beaucoup de sympathie le mouvement panafricaniste, incarné par Nathalie Yamb et Kémy Séba en ce moment, et sans doute d'autres que je connais moins, en Afrique aujourd'hui. Je trouve ça assez passionnant. Quand je vois que la France-Afrique se fait jeter, et j'applaudis, la France-Afrique coloniale se fait jeter du Mali, du Burkina Faso, de la République centrafricaine, par des types qui brandissent des pancartes « Abat la France, vive Poutine ». Personnellement, j'applaudis des deux mains, je trouve ça très bien. Parce que pour moi, la France, c'est pas ça. Voilà, la France, on est en France, on défend notre souveraineté, mais on ne va pas pratiquer le néocolonialisme en Afrique. Donc je suis pour l'expulsion radicale de tout le colonialisme français en Afrique, comme de partout. Au Forum social, le représentant de Hezbollah, le numéro 2, il a pris la parole et on était tous étonnés parce qu'il y avait quand même beaucoup de partis communistes du monde entier qui étaient là, ou bien des communistes, disons, pas forcément des partis. Il a lancé le mot d'ordre opprimé de tous les pays, unissez-vous. Bien sûr. Alors, c'est ce qui avait été rajouté d'ailleurs. La formule, c'était prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Voilà. Et puis, lors de la fondation de la Troisième Internationale, on a rajouté peuples opprimés de tous les pays, unissez-vous. Alors, les Chinois ont repris d'ailleurs cette idée. Au Viet Cong, évidemment. Dans la lutte qu'ils ont menée. C'est un modèle. Le modèle était les Viet Cong. Bien sûr. D'ailleurs, Frantz Fanon, dans Les damnés de la Terre, il dit Dien Bien Phu, c'est notre modèle. C'est ça qu'il faut faire. Bien. Et Che Guevara disait Uno, dos, muchos, Vietnam. Voilà. Bon. Je te propose de conclure, de développer ta conclusion à partir de ce constat malgré tout optimiste et qui nous vient effectivement. Merci Poutine d'avoir déclenché quand même décisivement le mouvement avec l'Ukraine, des peuples anciennement colonisés, puisqu'il faut rappeler qu'on a quand même actuellement les 2/3 au moins de l'humanité qui sont de nouveau face à nous, ceux que nous avons opprimés pendant au moins un siècle et demi ou deux, et qui sont pas du tout de notre côté. Actuellement, ils sont plutôt du côté des barbares totalitaires, du genre des Russes, des Chinois. Et donc, c'est peut-être la conclusion optimiste. Oui, tout à fait. Aux grandes dames de l'Occident civilisé qui s'imaginent que la communauté internationale, c'est lui. Voilà. La communauté internationale, c'est nous l'Occident. Ouais, non, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, en fait, puisque tous les poids lourds démographiques du tiers-monde sont clairement du côté d'un non-alignement absolu vis-à-vis de la croisade anti-russe menée par l'Occident collectif. Et je dirais, dans le meilleur des cas, sont avec la Russie, clairement. Il y a la Syrie, par exemple, avec la Russie. Ou alors dans une abstention bienveillante, comme la Chine et beaucoup d'autres. Bon, on voit aussi que la coopération entre la Russie et l'Iran ne cesse de s'amplifier, alors même que l'Iran a signé un traité de coopération économique pour un programme de 400 milliards de dollars il y a à peine 2 ans avec la Chine. Enfin, les connexions se multiplient. La Syrie est entrée dans les routes de la soie également. Elle est dans le processus Ida-Ilou, la ceinture une route. Voilà, les choses se mettent en place pour constituer un vaste front multiforme, d'accord, des nations souveraines qui n'en peuvent plus de l'arrogance occidentale et qui veulent montrer à l'occasion, effectivement, entre autres du conflit actuel, que ce n'est pas l'Occident qui fera la loi. Voilà. Et comme il semblerait que dans les semaines et les mois qui viennent, l'offensive russe puisse avoir lieu, puisque même les médias mainstream de la sphère occidentale en parlent, on va voir comment les choses vont évoluer, ça va être très intéressant. Bien. Voilà. Eh bien, merci. Bravo, merci. Bravo et merci. Merci à vous. On va passer...